J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, nous allons voir un sujet très important sur les agents intelligents. La raison principale de cette vidéo est de vraiment rectifier un certain nombre d'informations qui circulent à dehors sur l'IA. Et en tant qu'expert et tout simplement une personne qui travaille dans le domaine, d'accord, en tant qu'ingénieur IA, je me dois d'apporter un certain nombre d'éclairages sur le sujet. Alors, je vais répondre ici à une question extrêmement importante. Il faudra suivre jusqu'à la fin pour avoir la synthèse de mon message. On va répondre à la question d'un point de vue ingénierie, d'accord, mais expliquer cela, je vais vous donner la question évidemment, mais d'un point de vue ingénierie, comment est-ce qu'on arrive à faire qu'une IA, un agent intelligent, soit capable de remplacer un employé dans son quotidien, dans la réalisation de ses tâches. Donc, clairement, ici, le pattern, il est très simple. Vous êtes, disons, un employeur, une entreprise, et vous souhaiterez intégrer l'intelligence artificielle au cœur de votre activité. Donc, vous allez commencer déjà par faire une étude au préalable, etc. Mais dans la réalisation d'un certain nombre de tâches comme ça qui sont répétitives, etc., vous allez vous poser la question, comment pourrait-on mettre en place, là en l'occurrence, un agent intelligent pour faire et exécuter ces tâches au quotidien. Donc, c'est le sujet de la vidéo. On va commencer donc par expliquer en tant qu'employeur ou personne appelée à mettre sur pied un agent intelligent pour remplacer un employé dans la réalisation d'un certain nombre de tâches, d'accord, et voire potentiellement l'ensemble de ces tâches au quotidien. Alors, déjà, pour répondre à la question, il faut revenir à la définition fondamentale de ce qu'est un agent intelligent. Un agent intelligent, c'est tout système IA, comme ici vous voyez, donc ça c'est la partie de l'agent intelligent, qui est en relation, d'accord, avec son environnement. L'environnement ici, quand on parle d'environnement, c'est soit un environnement physique ou virtuel. Un environnement physique, c'est de la robotique, d'accord, ou un drone par exemple, ou une voiture autonome. Un environnement virtuel, c'est un software tout simplement intégré, donc tout se passe uniquement sur la partie software. Mais ça reste un environnement pour l'agent intelligent. Et ça peut aller beaucoup plus loin que la simple notion terrestre, entre guillemets, de dit physique, mais l'environnement, c'est tout simplement tout espace, d'accord, d'un point de vue mathématique et logique, tout espace où l'agent intelligent est appelé à interagir. Vous prenez un robot de la NASA qui doit être déployé sur une planète quelconque, bah, la planète en question va être considérée comme un agent intelligent. Et dans certains cas, aujourd'hui, on étudie aussi des méthodologies de mise en place et de conception, de déploiement également des agents intelligents dans des environnements incertains où, d'un point de vue physique, on n'a pas encore la maîtrise de la matière dans ces environnements-là. Bref, ça c'était une petite parenthèse pour vous dire que l'environnement, donc, c'est tout espace mathématico-physique et logique où l'agent intelligent est appelé à interagir, à prendre et à exécuter un certain nombre d'actions dans l'environnement considéré en question, dans l'espace en question. Alors, donc, cet environnement-là, avant de commencer, premier cas, il envoie des informations à l'agent intelligent. Et cet agent intelligent, en fait, va capter ces informations-là grâce à ce qu'on va appeler des capteurs, d'accord? Donc, c'est la partie perception, je l'ai déjà cité. Donc, première chose à comprendre, c'est que vous avez ici l'environnement, donc envoie des informations et l'agent intelligent capte ces informations grâce à son processus de perception. Et à l'intérieur de l'agent intelligent, on va avoir donc la fonction effectivement de l'agent intelligent. Donc c'est une fonction mathématique qui, donc par exemple en machine learning, c'est typiquement le modèle qui a permis l'apprentissage des connaissances de l'agent intelligent. Sur quoi est-ce que l'agent intelligent se base en fait? Sur quelles données, sur quel corpus, sur quelles références? D'accord? Tout cela va être embarqué dans une grande fonction. Donc voilà. Et cette fonction va être extrêmement utile pour l'agent intelligent parce que
C'est ça qui va agréger les informations que l'agent intelligent aura recueillies auprès de son environnement grâce à ses capteurs, d'accord, une fois le processus de perception terminé. Et donc, l'agent intelligent va, à partir de cette fonction, délibérer et produire des actions en sortie qui vont se répercuter dans l'environnement. D'accord? Donc, vous avez ici, donc j'aurais pu mettre là, hein, c'est pareil. Donc, vous avez la chaîne, l'environnement qui envoie des informations à l'agent intelligent. L'agent intelligent perçoit ces informations, des percepts dont on parle, grâce à ses capteurs. D'accord? Et l'agent intelligent en interne, au cœur de son processus, se trouve sa fonction de délibération, cette fonction qui lui permet de réfléchir, entre guillemets, et de choisir les actions cohérentes, bien sûr, cohérentes, en fonction de la vision des concepteurs à la base. Et bah, ces actions-là, maintenant, se répercutent dans l'environnement et la boucle continue, ainsi de suite. Donc, nous avons perception, réflexion, raisonnement, grâce à cette fonction interne. Et maintenant, les actions qui sont produites en sortie à la fin du processus de délibération de l'agent intelligent. Et ces actions sont répercutées dans l'environnement et ainsi de suite. Alors, première chose. Donc, voilà déjà on va dire la boucle dans laquelle s'inscrit un agent intelligent et puis son environnement. Deuxième chose, parce que maintenant, il faut les mettre en œuvre. Cela veut dire quoi? Cela veut dire que, alors, première chose, donc au niveau de la perception, je vous ai dit, l'environnement peut être physique ou virtuel. Dans un cas, donc typiquement à l'heure actuelle, vous êtes beaucoup plus sur des environnements virtuels, Claude, Codex, OpenAI, ChatGPT, Cursor, bref, que ce soit les grandes boîtes de la Silicon Valley, DeepSeek et tout le reste, mettent sur pied des agents intelligents qui agissent beaucoup plus sur des environnements virtuels. Et maintenant, si on prend le cas, par exemple, d'un agent tel que Claude Code, donc on va prendre ça, un cas typique, hein. Alors, prenons CTRL Z. Voilà. Je me suis répété, excusez-moi. Donc, on va prendre le cas d'un agent tel que Claude Code pour vraiment illustrer le propos. Ici, nous avons quoi? Ici, nous avons, au niveau de la perception, donc vous avez l'environnement. L'environnement va être constitué de quoi? Donc, ici, vous allez avoir votre environnement. Donc, je vous montre à peu près hein, pour que ça soit très clair pour vous. Voici mon écran au niveau de Claude Code. Vous avez ici l'environnement, donc je développe avec VS Code, donc ça c'est mon environnement de développement. J'ai également mes fichiers qui sont là, d'accord? Ça également, ce sont des objets qui font partie de l'environnement. Donc, ça va être votre IDE. Donc, pour nous ici, c'est VS Code. Ça va être nos fichiers, notre projet, si on veut. D'accord, voilà l'environnement. L'environnement qui permet à Claude Code, d'accord, en tant qu'agent intelligent, de produire des actions. Au niveau de la perception, on va avoir tout ce qui va permettre à Claude Code de lire l'environnement, de comprendre ce qui se passe à l'intérieur. Eh bien, Anthropic a bien fait le travail jusqu'ici, parce qu'un bon nombre de personnes sont satisfaites. Donc, Claude Code a été entraîné à comprendre, d'accord? Donc, on va dire lecture, à comprendre, à avoir accès à vos fichiers. Quand vous posez une question à Claude Code, par exemple, ici, bon, ce que je ne ferai pas, c'est parce que c'est un projet sur lequel je travaille, Claude Code passe en revue, en fait, les projets, enfin, les fichiers, les dossiers, et est capable d'y accéder. Donc, c'est-à-dire que Claude Code va
avoir la capacité de lire ces fichiers-là, ces sous-dossiers, et également écrire, d'accord? D'accord, écrire. Écrit, qui dit écrit, dit également modifier, hein, d'accord? Modifier, supprimer, etc. Apporter des modifications et tout le reste. Donc voilà, typiquement déjà quelques au niveau de la perception, tout ce qui va permettre évidemment à Claude Code de pouvoir y accéder à notre environnement. Donc maintenant, puisque Claude Code a accès, donc à partir du moment où vous entrez au niveau de la perception, vous entrez une commande ici, donc un prompt, une demande, une requête ici, là, Claude Code a accès à donc à votre demande. Évidemment, c'est la partie la plus essentielle en premier lieu, donc qui est captée, d'accord, qui permet donc à Claude Code maintenant de dire, bon, voilà, à partir donc de votre demande, je vais pouvoir y accéder à mes capacités, de ce qui me permet de lire votre environnement, donc votre IDE et vos fichiers de projet. Et donc, entre autres, lecture, écriture, modification, suppression. Maintenant, que va faire Claude Code? Bah, évidemment, il va entrer ici dans son processus de fonctionnement. Il faut qu'il puisse analyser votre demande. Qu'est-ce que vous avez demandé? Et lui, en fonction de ses capacités, donc en fonction de ses capacités, d'accord, en fonction de ses capacités, va pouvoir délibérer sur les actions à réaliser. C'est la chose la plus importante. Alors, en fonction de ses capacités, il faut donc que, en tant que concepteur, que vous soyez capable et en mesure d'avoir indiqué dans votre processus de conception, donc ici en l'occurrence Claude Code, les capacités dont il est en mesure d'exécuter, de réaliser et de mettre en œuvre. Alors, j'avais déjà fait un petit détail, hein, donc globalement, c'est ce que j'avais déjà mis ici, c'est-à-dire que Claude Code va être en mesure de réaliser la lecture de vos fichiers, l'écriture, la modification, la suppression. C'est typiquement ce que vous voyez par exemple avec les commandes de bash, donc l'accès au shell ou à votre terminal lorsque Claude est capable d'accéder à votre OS et d'écrire, etc. Il y a ça, mais pour aller un peu plus loin, il y a donc des concepts qui sont aujourd'hui ou qui commencent aujourd'hui à être un peu plus compliqués pour la masse, dont je me dois de détailler pour vous dire en quoi est-ce que cela est extrêmement important pour réaliser évidemment tout ce qui est lecture, écriture, modification, suppression. Donc, Claude Code a accès, donc, quel que soit votre agent intelligent, votre demande va être traitée par cette fonction. Cette fonction nécessite la mise en place d'un certain nombre de possibilités, de capacités, et ces capacités-là, évidemment, doivent être réalisées. Pour la réalisation, la première chose que l'agent intelligent va faire en premier lieu, il va d'abord faire, premièrement, analyser, évidemment, donc réfléchissez comme un humain, on vous pose une question, la première des choses que vous faites d'abord, vous analysez d'abord la question. Vous analysez, et après avoir analysé à la fin du processus, vous produisez un plan de réponse. Et c'est ce qu'on va appeler la planification au niveau des agents intelligents. Et à la fin de la planification, vous réalisez maintenant le plan que vous avez soumis. Donc, vous avez trois choses ici, là. Donc, vous avez l'analyse, la phase d'analyse, la phase de planification
Et après, vous avez la phase d'exécution. C'est justement à la fin de la phase d'exécution, normalement, je devrais mettre ici. Donc, c'est à la fin de la phase d'exécution que les actions sont maintenant produites. Et ben, vous avez donc ces trois enchaînements. Analyse, planning, exécution. Donc, vous avez quoi maintenant? Dans un processus global, voici, si je devrais m'arrêter là, voici le cadre dans lequel un agent intelligent fonctionne. Je vais encore plus loin, évidemment. Donc, mais on installe petit à petit comme ça les bases sur lesquelles un agent intelligent repose pour pouvoir mieux agir. Vous avez ensuite quoi maintenant pour réaliser ceci? Donc l'analyse, la phase de planning, la phase d'exécution. Pour l'analyse, Claude Code, donc on va me revenir ici un tout petit peu, juste pour faire de l'espace. Hein. Donc, pour la phase d'analyse, comment Claude Code, par exemple, un agent tel que Claude Code ou tout autre agent, Codex et tout le reste, comment ces agents-là font pour analyser? Bah, évidemment, il y a ce qu'on appelle, première chose, le contexte. Donc, il y a le contexte, en anglais, bon, on va mettre comme ça si on veut en français, le contexte de votre projet. D'accord? C'est typiquement, on va dire, un dossier en MD, donc un fichier .md, en Markdown, qu'il faudrait rédiger pour dire à Claude Code, dans votre projet, pour que Claude Code ait accès, grâce à la lecture de ce fichier-là, pour qu'il sache en quoi est-ce que consiste votre agent intelligent que vous êtes en train de développer, typiquement dans ce cadre-là. Donc, le contexte. Et dans ce contexte-là, vous avez défini, par exemple, peut-être un prompt, la manière dont vous allez injecter le prompt, ou vous voudrez que Claude Code injecte le prompt. Mais globalement, c'est d'abord juste le contexte, premièrement. Alors, donc, on est toujours dans la phase d'analyse. Et dans la phase d'analyse, il y a encore quoi d'autre? Il y a d'autres capacités, évidemment. Donc, vous fournissez déjà, donc, ici, on va dire typiquement, pour être très simpliste, vous avez, par exemple, donc, le prompt bien défini. Ensuite, toujours dans la phase d'analyse, évidemment, on va... Attends, je pense que je vais mettre mieux comme ceci. Alors, analyse, donc, le contexte, donc là, hop. Après le contexte, on va dire, il y a un certain nombre d'événements, d'accord, ou d'actions que Claude Code ou donc l'agent ici en l'occurrence avec lequel vous travaillez va devoir exécuter pour réaliser ce contexte-là. Donc le but, la mission, parce que l'agent intelligent, il doit réaliser une action, une mission, un but final. Donc, pour continuer à mieux analyser votre demande, il faut qu'ils soient en mesure d'aller chercher, par exemple, dans certaines bases de données, d'accord, dans certaines sources de données, appelez ça comme vous voulez, base de données, sources de données, mais typiquement avoir de la data que vous aurez mis au préalable à sa disposition pour qu'il puisse aller regarder en quoi et surtout comment ces données-là pourraient cette tâche. C'est vraiment ça en fait. Et donc, comment est-ce que cela se passe? Il faut aussi avoir des accès aux API, aux bases de données, à d'autres fonctions que vous aurez peut-être écrites, d'accord? Tool use, on va dire mettre comme ceci. Donc, ce sont des appels à des sources de données autres que votre principal agent intelligent pour que Claude Code ait accès à ces sources de données. C'est aussi typiquement ce que l'on appelle aussi, vous avez des architectures en RAG, donc qui est du Retrieval
Augmented Generation. Vous pouvez aussi avoir du fine-tuning, hein, si vous avez un modèle intégré qui a dû être entraîné, évidemment. Vous avez également aussi la partie MCP. Donc là, par exemple, pour modèle contexte protocole, vous avez donc ces capabilities qui permettent à l'agent intelligent d'analyser votre demande. Et c'est à la fin on va dire, de l'agrégation, d'accord, plutôt dans ce sens, de l'agrégation, de l'interrogation, en plus de ces sous-actions que Claude Code va pouvoir mieux dire en quoi, au terme de la consultation des API, des bases de données, de la recherche documentaire, donc et augmentée, du RAG et des MCP si vous en avez, maintenant je suis en mesure de produire un plan d'ensemble pour réaliser la tâche en question, donc la planification. Donc ici, toutes les consultations qui sont effectuées ici, API, base de données, RAG, MCP, permettent à Claude Code d'être sûr que il va produire un plan, une planification, un ensemble d'étapes qui vont permettre la réalisation du but en question. 4, 5, on va mettre comme ceci. OK. C'est ça en fait. C'est ce que vous voyez typiquement quand vous travaillez avec Claude Code. Vous avez ici donc la partie thinking, là par exemple, là, au niveau du thinking. Donc, quand vous posez une question, vous avez du thinking, il est en train de faire quoi? Il est en train d'analyser. Et en analysant, il va rechercher donc le contexte, comment l'injection du prompt s'effectue, l'appel aux API, aux bases de données, aux fonctions externes, à du RAG, si vous en avez, à des protocoles tels que MCP, d'accord, et autres, hein, bien sûr, là j'ai cité uniquement les plus utilisés. Et c'est à la fin justement de l'interrogation, de la consultation de ces événements-là qu'il est capable maintenant de vous présenter un plan d'ensemble 1, 2, 3, 4, 5. Donc les tâches qu'il va être en mesure de réaliser. Donc là, typiquement ici, donc le thinking, vous en avez là. Donc là, ici, vous voyez, une fois qu'il a... Donc je pose une question, il me fait du thinking. Et après, il se met maintenant à écrire, d'accord, à déployer son plan. Là, à partir d'ici, maintenant, il ne fait que déployer son plan. Donc, évidemment, le plan qu'il m'a annoncé. Et généralement, voilà, typiquement ici, donc la liste update to do. Donc, le planning, voici le planning à exécuter. Une fois qu'il a terminé la phase de planning, il coche la réalisation de chaque sous-étape. Donc, c'est ce que vous avez ici, là. Donc, les étapes à exécuter pour que votre demande soit réalisée. Et c'est à la fin, justement, de la réalisation de cette phase de planning. Donc, ici, execution, quand il y a l'exécution, qu'on a maintenant, d'accord, les actions qui vont être produites ici, au niveau de l'environnement. Alors, les actions qui doivent être produites, c'est typiquement, justement, la partie écriture, par exemple, ici. Là, il vient de produire une action. En faisant quoi? En partant dans le chemin sur lequel mon projet se trouve, en écrivant un ensemble de fonctions, etc. Même chose, là, typiquement, comme vous voyez là, etc. Et après, il me fait un récapitulatif, tout simplement, de ce qui se passe, enfin, de ce qu'il a réalisé comme action pour me faire un brief, en fait. Voilà, typiquement, là, ici. OK? Voilà la logique de travail
d'un agent intelligent. Bon, j'avais dit effectivement pour répondre à la question, qu'est-ce qui fait que un employeur est-il capable, entre guillemets, de mettre sur pied un agent intelligent à mesure de remplacer les tâches d'un employé? C'est parce que justement, après l'étude de vos tâches au quotidien, lorsque on a été en mesure d'étudier comment est-ce que vous réalisez votre travail, typiquement peut-être l'envoi des emails le matin à un certain nombre de prestataires ou de partenaires, on va se dire, bon, vous travaillez sur donc, envoie des emails, l'environnement, c'est peut-être Outlook. Outlook, on a donc au niveau de cet environnement, il y a donc les emails, enfin, ou tous les objets des personnes avec lesquelles vous travaillez au quotidien. L'agent intelligent va avoir accès à ces adresses email et à la mesure également d'aller cliquer sur n'importe quel objet se trouvant sur Outlook, c'est un exemple. Hein. Qu'est-ce qui va se passer? Vous allez peut-être juste faire une demande, d'accord? Envoie un email de rappel à tel prestataire. L'agent intelligent va, donc, et comme ici c'est le cas par exemple avec Cloud Code, avoir accès à vos adresses email, enfin, adresses prestataires aux personnes avec lesquelles vous travaillez. Bah, l'agent intelligent va faire quoi? Il va analyser. Donc analyser, c'est-à-dire aller lire déjà le but de ce pourquoi il a été programmé, ce pourquoi il doit réaliser un certain nombre de tâches, fait appel à des bases de données de l'entreprise. Donc il a accès à tout ce qui est SharePoint, à tout ce qui est base documentaire, d'accord, à tout ce qui est fichier dans certains répertoires, et également la partie MCP pour le modèle contexte protocole. Il va, à partir de l'interrogation de ces sources de données, venir produire une planification et dire, bah, la semaine dernière, pour tel prestataire, voici les remarques qu'il faudrait prendre en compte. Et compte tenu de ces données-là, je préconise de répondre dans ce sens à ce prestataire. Donc, il va afficher étape par étape les points clés de la mise en place de la réponse. Et maintenant, il va passer à l'exécution. Donc l'exécution, évidemment, pourra faire appel, et entre autres, bien sûr, à tout ce qui est écriture, toujours avec les fonctions d'accès tool use, par exemple, écriture, suppression, etc., ou correction d'un ancien mail, et envoyer le mail au prestataire en question. Et vous allez avoir dans votre boîte mail, dans la partie mail envoyé, tout ce que l'agent a été en mesure de mettre sur pied. C'est un cas typique, mais ça marche également, que ce soit dans le suivi client, etc. Donc voilà clairement comment fonctionne un agent intelligent et comment on est en mesure de mettre sur pied un agent intelligent capable de remplacer un humain dans une boucle de tâches. Toute la question maintenant que l'industrie se pose aujourd'hui, c'est de savoir à quel point cette boucle-là, donc environnement, agent intelligent, environnement, etc., peut-elle être étendue pour accélérer le processus de réalisation des tâches des humains au quotidien. Et quand on fait référence au fait qu'une tâche humaine ou un métier est remplacé comme ça par l'intelligence artificielle, c'est parce que, évidemment, l'agent intelligent est en mesure de réaliser cette boucle aussi facilement. Les métiers qui vont résister à cette boucle, en fait, aussi facilement, sont évidemment donc les métiers qui vont résister au remplacement par des outils d'intelligence artificielle. Voilà, c'est toute la logique, il n'y a rien de compliqué là derrière, simplement il suffit de comprendre ce que je viens de vous détailler ici comme explication. Voilà, je vais m'arrêter là. Likez, abonnez-vous et partagez massivement cette vidéo. C'est très essentiel pour le référencement de la chaîne, d'accord? Et je vous dis à la prochaine. Restez concentrés. Merci.